Et coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de février. Oui, forcément. Là, nous sommes le 27 février à l'heure où je tourne cette vidéo. Normalement, je vais essayer de la monter demain et de vous la sortir dans la foulée. C'est pas dit que j'y arrive, mais on va tenter. Je mettrai en barre d'infos ma vidéo de présentation de mes envies lecture pour ce mois de février. Sur les 30 livres que je vous avais présentés dans cette vidéo, j'en ai lu 13. Enfin, j'en ai lu 12, j'ai abandonné un livre. Et j'ai fait 24 lectures à l'heure d'aujourd'hui, en février, ce qui est un bon score. Je suis assez contente de moi, surtout qu'il y a certains livres qui font largement plus de 200 pages. J'ai quelques romans en cours encore, je ne pense pas pouvoir les terminer d'ici demain soir. Donc pour ce bilan, je vais reprendre les menus proposés par Alex de la chaîne Alex Booking en Prada pour le février tapis à lire. Petite précision avant de commencer, je ne vous ferai pas ici mes avis détaillés sur ces livres, donc ça va arriver, c'est en cours, c'est juste que l'enchaînement des vidéos fait que vous voyez des vidéos de challenge avant les points lecture et ça s'entremêle, ça va arriver. Donc on va commencer tout de suite. La première catégorie, enfin le premier menu qu'elle proposait, c'est « Il vaut mieux un renard au poulailler qu'un homme en chemise en février ». La première sous-catégorie, c'était « Yorek moi, l'ours polaire aurait retrouvé son armure ». Il fallait lire un livre en rapport avec l'hiver, un polar ou de la fantasy. Donc dans cette sous-catégorie, j'ai pu mettre 5 livres. Donc j'ai lu Lily-Goth de Chris Riddle. Encore une fois, une très très bonne lecture sur ce premier tome de série. On parle de vampires, on parle de souris fantômes, enfin voilà, il y a de la fantasy sans problème chez Chris Riddle, c'est de la fantasy jeunesse, en veux-tu en voilà. J'ai lu en polar, je l'ai terminé avant-hier, en audio, Dix petits nègres de Agatha Christie. Vous venez de le voir dans la vidéo pile à lire du Blossom Spring Challenge et au final il a été lu avant. Bon, bref, c'est pas grave, vous le verrez en point lecture bientôt. Ça a été une très très bonne lecture, comme souvent avec Agatha Christie. Franchement, j'ai été agréablement surprise par la fin. Comme toujours, elle sait ménager son suspense et la construction est très chouette. Ensuite, dans les graphiques sur ce thème, j'ai lu Minuscule. Ça se passe avec des petits personnages qui vivent en forêt. Il y a beaucoup de scènes hivernales, notamment une scène où elles sont bloquées sous la neige et elles sont obligées de dormir chez un voisin. Donc c'est super chouette, c'est vraiment très très mignon. J'ai vraiment aimé cette petite série, j'ai hâte de la continuer. J'ai lu aussi dans le thème un petit peu hivernal Nos embellis. C'est chez Grand Angle, vous voyez avec la couverture que c'est hyper hivernal pour le coup, l'hiver est là. Et on va se retrouver avec une jeune femme un petit peu en questionnement qui va accompagner le neveu de son compagnon dans les montagnes de son enfance, donc dans les monts d'Auvergne, et ça va être super chouette. Enfin, voilà, c'est vraiment une très très belle lecture qui fait du bien. Le dernier livre que j'ai lu pour cette catégorie, c'est que j'avais prévu un livre que j'avais prévu dans ma pile à lire initiale, c'est A Certain Magical Index, en manga encore. Donc là on est sur une espèce de ville en vase clos qui accueille une académie avec des jeunes qui ont des super pouvoirs en fait. Et il va y avoir un jeune homme qui est un peu un boulet, qui va recueillir une religieuse. D'opposition entre la religion et la magie, qui est assez sympa. Le tome d'ouverture est chouette. Et on est. Enfin, je l'ai mis là parce que pour moi c'était de la fantasy, mais ça aurait pu être de la SF en fait. Mais il y avait des super pouvoirs, alors je me suis dit bon, ça va faire un peu magie, il y a quand même des explosions un petit peu. Il y a des histoires de boules de feu et tout, donc ça passe. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'était les réseaux sociaux m'ont tué. Donc là, c'était clairement SF, technologie, angoisse. Moi, angoisse, clairement pas. Mais SF et technologie, j'ai lu quelques livres, donc il y en a 3.
Il y a 2 romans et une BD. J'ai lu La ferme des animaux que j'avais prévu de lire, donc de George Orwell. Très bonne lecture. C'est un roman coup de poing, c'est vraiment une très très bonne lecture. Sur la dictature, l'image de la dictature et sur sa progression dans la société. Très intéressant. Ensuite, j'ai lu en audio des milliards de tapis de cheveux de Andreas Eschbach. C'est de la SF. On est sur une planète en dehors de la Terre. Et on suit une société où la vie se centre sur des castes de tisseurs qui, génération après génération, tissent des tapis en cheveux humains. Et en fait, c'est ça leur vie. Ils ont, voilà, le tisseur ne peut avoir qu'un seul fils qui va hériter du tapis et de la somme qui va lui revenir quand il va le vendre pour pouvoir faire sa vie, avoir des femmes, machin, enfin des femmes. Hein. Ils sont polygames dans cette société, c'est intéressant. C'est très, c'est particulier. Hein. Faut cibler le truc. Mais cette fin, elle était géniale. On a une espèce d'effet loop, d'effet loop mais inversé. On est sur cette espèce de microcosme et on va petit à petit s'éloigner et voir la société et la galaxie et comment elle a évolué et comment l'Empire a évolué. Et c'était tellement bien foutu. C'est très bien ficelé. Je lirai d'autres choses d'Andreas Eschbach parce que franchement, chapeau. Et la BD que j'ai lue en SF, c'est Le Château des Étoiles, le tome 3. Donc les Chevaliers de Mars. Donc on va suivre Sophie, Hans et Séraphin. Voilà. Qui sont de retour en Bretagne, toujours en train de chercher le père de Séraphin. Il y a une inspiration vernienne dans cette BD. Les graphismes sont sublimes. Je vous mettrai des inserts dans le point lecture, pas ici parce que c'est pas le lieu, mais c'est vraiment très beau au niveau des graphismes. C'est très dans les tons pastel et tout. Il y a vraiment des choses sublimes. Et ça se passe un petit bout dans l'espace et sur Mars, donc c'est cool. Ça rentre bien dans la SF. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Jour de la marmotte grippée, ennui assuré, c'est contemporain, catastrophe et temporalité. Donc là, c'est essentiellement du contemporain et d'histoire de temporalité aussi. Donc j'ai lu un roman, j'en ai abandonné un, et j'ai lu 4 BD. Donc le roman que j'ai abandonné, c'est un roman que j'avais prévu de lire. C'est Le Marchand de Passé de José Eduardo Agalusa, qui est un auteur angolais. Comment dire, j'étais perturbée par ce début de roman, parce qu'on ne sait pas du tout qui est le narrateur au départ. On se dit, bon, c'est quoi? C'est un fantôme, c'est un esprit, c'est étrange. Et au final, on s'aperçoit que non, c'est un gecko. Voilà, donc c'est lui le narrateur. Comment dire, c'est perturbant déjà, quand on s'aperçoit de ça au bout de, je sais pas, une vingtaine de pages à peu près. Et c'est extrêmement lent, j'ai trouvé ça très lent. Je m'attendais à vraiment quelque chose d'autre, à quelque chose autour de justement cette construction des passés factices. Et là, ça tourne que autour de 2 personnages, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est lent en fait. C'est pas possible, j'ai pas pu aller au bout. J'ai dû lire la moitié et au bout d'un moment je me suis arrêtée parce que bon, c'est pas grave, tant pis. Un autre livre que j'avais prévu de lire, et pour le coup ça a été une très bonne lecture, c'était La Reine d'électrice de Alan Bennett. Donc là on est clairement dans du contemporain, on a un postulat. Si la reine d'Angleterre, au lieu d'assumer ses fonctions royales, était une fan de lecture et passait son temps à bouquiner. J'adore. Bref, j'ai adoré. C'était super drôle, assez caustique, très très grinçant. Il y a vraiment de l'humour anglais et moi j'aime beaucoup ce genre d'humour.
Ça m'a bien plu et puis ça, je sais pas si Alan Bennett a écrit d'autres choses. J'irai voir par curiosité. Et on passe au BD. J'ai lu L'Enfant Océan, adapté du roman de Jean-Claude Morleva. Ça a été une bonne lecture. C'était pas aussi bien que le roman. Ça m'a pas transcendé par rapport à l'autre BD que j'avais lu de Jean-Claude Morleva. Voilà, je vous en dirai plus en point lecture. C'est une bonne lecture sans plus. Après, j'ai lu Picobog, donc une petite BD jeunesse. Donc c'est La vie et moi, je crois, le premier tome. C'était mignon, ça m'a fait penser à Mafalda. C'est sur la vie quotidienne d'un petit garçon dans sa famille et à l'école. Donc voilà, c'était mignon, ça m'a fait rigoler. Il y a vraiment des sorties assez drôles. Et voilà, c'était une bonne découverte. Et ensuite, j'ai lu Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Là, je l'ai pris pour cette catégorie parce que pour moi, le côté temporalité et catastrophe est vraiment prégnant parce qu'on parle d'une jeune femme qui est sortie d'une relation avec un manipulateur. Donc, clairement, c'est une catastrophe cette relation. Et il y a un côté temporalité puisqu'on a son témoignage dans un premier temps et après un côté sur sa reconstruction et sur comment elle a réussi à reprendre sa vie en main derrière cette relation et un côté un petit peu documentaire. Je vous en dirai plus en point lecture parce que c'est vraiment très intéressant cette construction et puis pour vous montrer un petit peu la construction au niveau des couleurs qui est très intéressante dans cette BD. Et la dernière BD qui est clairement sur le thème de la temporalité, puisque c'est une autobiographie. C'est In Wave de Eiji Jungo. C'est une grosse BD qui doit faire 400 pages. Et en fait, le principe de cette BD, c'est que tout ce qui est dans la temporalité présente ou actuelle est en bleu, dans les tons bleu, bleu-vert, bleu océan en fait. Et tout ce qui est de l'ordre de l'historique et du documentaire, de la rétrospective on va dire, et dans les tons sépia, un petit peu marron, voilà. Donc c'est très intéressant cette construction, il y a vraiment un vrai travail sur la temporalité dans cette BD, et c'est une BD sur le surf, un truc improbable, une BD sur le surf, mais franchement j'ai vraiment aimé cette BD, je trouvais ça très beau. C'est une très belle histoire d'amour aussi. Et voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Et on passe au deuxième menu parce que je vois que j'ai déjà parlé un petit peu beaucoup. Donc le deuxième menu, c'est ne songer au passé que s'il vous est agréable. La première sous-catégorie, c'est Tea Time chez Mrs. Whistledown. Donc là, les thèmes, c'était secret, complot, trahison, romance et histoire. J'ai lu 4 livres, 2 romans et 2 BD sur cette sous-catégorie. J'ai vraiment aimé les romans que j'ai lus pour cette sous-catégorie. C'était vraiment des très très bonnes lectures. Donc les romans, j'ai lu Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty, qui a vraiment été une bonne lecture. J'ai vraiment accroché à cette histoire de justement secret de sous le tapis. En fait, on ressort des vieux dossiers sur ces 3 femmes. On va suivre 3 femmes dans la banlieue de Sydney. Et ça tourne autour d'une école maternelle et de leurs enfants. Et en fait, on va suivre ces destins de femmes avec vraiment des sujets très très lourds et très compliqué, mais j'ai beaucoup aimé. La version audio est très chouette, c'était vraiment très sympa et ça m'a donné envie d'aller voir la série. Le deuxième roman que j'ai lu également en audio, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Oui, enfin, j'ai lu du Virginie Grimaldi et ça a été très bon. J'ai vraiment adoré ce roman, cette histoire de famille autour de cette mère et ses 2 filles qui partent voilà, sur un coup de tête. Allez, on prend le camping-car et on se casse en Scandinavie, tout va bien. Moi j'adore ce genre de plan, je trouve ça génial, je serais incapable de le faire, mais voilà, lire ça dans un roman, ça me fait du bien.
Et il y a un petit côté romance, un petit côté complot aussi, parce que quand on sait la fin, ouais, elle a un petit peu manigancé des trucs quand même, mais bon. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sous-catégorie. Ça m'a vraiment plu et vous en saurez plus dans le point lecture, mais franchement, c'était vraiment une très très bonne lecture. Et les deux BD que j'ai lus sur cette sous-catégorie, c'est la première, c'est Radium Girls de Si. On est aux États-Unis dans les années 20. On est vraiment sur un fait historique. Le fait que aux États-Unis, à l'époque de la découverte du radium par Marie Curie, le radium c'était la nouveauté à la mode. Il fallait le mettre à toutes les sauces. Le problème c'est qu'on n'avait pas encore les infos sur l'étendue de sa toxicité, bien sûr, pour l'être humain. Et les chiffres sur les cadrans de montres étaient peints par des femmes, par des ouvrières, au radium pour pouvoir briller dans le noir. Sauf que concrètement, quand on peint des trucs et qu'on lèche son pinceau, qu'on le trempe dans le radium et qu'on... Ouais. Quand on passe sa journée à faire ça, au bout d'un moment, on est radié. Voilà, donc il y a eu un scandale là-dessus qui a été étouffé bien évidemment et ressorti bien des années plus tard. Et c'est grandiose. Elle est grandiose cette BD. Elle est vraiment très belle parce qu'on est sur des tons de violet et vert radium en fait. Donc du coup c'est très beau au niveau graphique, au niveau de la colorisation, ça prend l'œil vraiment. Et au niveau des faits historiques, c'est hyper intéressant, très émouvant aussi parce que voilà, ça fout une claque quand même. Après, on n'a pas forcément le temps de s'attacher aux personnages parce que c'est une BD assez courte, mais franchement, moi, ça m'a appris beaucoup de choses et c'est très bien ficelé, c'est très bien foutu, très documenté, une réussite. Et mon gros coup de cœur BD, gros coup de cœur BD de février, c'est Podum de Hubert et Zanzine. Oh, c'était tellement bien. Elle était tellement belle cette BD. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé. Donc là, on est dans l'Italie de la Renaissance. Donc côté histoire, on est bon. On va suivre Bianca, qui est une jeune femme de la noblesse à qui que l'on destine un homme, bien évidemment, de la noblesse lui aussi, qui s'appelle Giovanni. Voilà, le problème c'est que elle n'a pas forcément envie de se marier, lui il n'a pas forcément envie de se marier parce qu'il a d'autres goûts, voilà, il préfère les hommes. Donc au bout d'un moment, ben, il est bien obligé pour l'époque de se marier, mais bon, c'est pas trop son truc quoi. Et elle va hériter de la part de sa marraine d'une peau d'homme. Donc en gros pour vous faire le laïus, c'est une espèce de combi qu'elle enfile et puis elle devient un homme en fait, elle devient Lorenzo et elle peut expérimenter la société de l'époque en tant qu'homme et ça c'est plutôt cool. Donc c'était bien sympa, il y a une petite romance un petit peu, il y a des secrets parce que autour de cette peau d'homme forcément on n'en parle pas quoi. Donc je l'ai mis dans cette catégorie parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça correspond bien. Et c'était un super coup de cœur. Lisez cette BD si vous avez l'occasion de la voir sous les yeux parce que franchement, c'était très chouette. Au niveau des graphismes, ça fait vraiment penser à des gravures anciennes de l'Antiquité presque. C'est assez beau en fait au niveau graphique. Je trouve ça. Je pensais pas aimer autant cette BD. Et ça a été vraiment un gros coup de cœur. On passe à la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est le cadeau gonflant de la tante Marge. Vous la voyez la tante Marge gonflée à l'hélium sur le plafond d'Edersley, moi je la vois très bien. Là c'était relique, cadeau ou recommandation. Donc c'est simple, il va y avoir 2 reliques et un cadeau. Donc j'ai lu en relique lecture moyen bof, Les mots des riches, les mots des pauvres de Jean-Louis Fournier. C'est clairement ma dernière lecture de Jean-Louis Fournier parce que la première ça m'avait pas convaincu des masses, celle-là non plus. Je pense qu'on n'a pas le même humour avec le monsieur, donc ça va être compliqué. Donc celui-là, en gros, on est sur un espèce de
sociologique un peu, avec d'un côté ce que pensent les riches, d'un côté ce que pensent les pauvres, mais c'est hyper cliché et très forcé au niveau du trait humoristique. C'est un peu bas du front, quoi, donc du coup, ça m'a pas convaincue. C'est caricatural en fait, donc ça me va pas. C'est pas grave, c'est une relique, je l'avais acheté en 2014, il est lu, il va dégager dans la prochaine fournée dont je me débarrasse, et puis voilà, tout ira bien. Ensuite j'ai lu, par contre, là, gros coup de cœur, c'est une relecture, mais c'est un livre que je vais garder et sûrement relire, La folle allure, que j'avais prévu de lire d'ailleurs, de Christian Bobin. Waouh, lisez Christian Bobin, c'est génial. Là, on est sur la vie d'une jeune femme qui naît dans un cirque, qui va nous raconter sa première histoire d'amour, et sa première histoire d'amour est avec un loup qu'ils ont dans le cirque. Et après, voilà, elle a toutes ces histoires d'amour, c'est extrêmement bien écrit. Ça m'émeut à chaque fois, cette prose de Christian Bobin. Il a ce talent incomparable de faire de la poésie avec la vie quotidienne. J'adore, très franchement. C'est un roman contemporain pourtant, mais c'est pas de la poésie en prose comme il peut faire autrement. Mais là, on est vraiment sur la vie de cette femme et sublime. Et en cadeau, j'ai lu le deuxième tome de La petite faiseuse de livres de Mia Kazuki. Comme le premier tome, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop mignon. Là, on est sur la petite Mei essaye de faire des tablettes en argile. Qu'on se le dise, ce n'est pas si simple que ça. Et ça va être compliqué. Très très mignonne lecture, ça m'a vraiment plu. J'ai hâte de lire la suite de cette série et de retrouver la petite Mei. Et la dernière sous-catégorie et la dernière du challenge, c'est le cimetière des résolutions oubliées. Donc là, les mots-clés, c'était classique, souvenir, disparition. Donc il va y avoir trois classiques et un livre qui est autour de la disparition. Ça colle, il n'y a pas de problème. Donc les classiques que j'ai lus, clairement, les deux premiers, ça n'a pas été des super lectures, disons que je les ai faites et puis voilà. Les poésies de Mallarmé, que je voulais relire, je les ai relus. À l'époque, j'avais adoré, j'adorais Mallarmé, je ne sais pas pourquoi. Très franchement, je l'ai relu, j'ai fait mais c'est non, c'est pas possible. Pourquoi j'adorais ça, je ne sais pas. Je ne sais encore pas pourquoi j'adorais je ne sais plus en fait. C'est dans le côté mythologique beaucoup. Il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup d'emphase sur les couleurs, Enfin, c'est trop. C'est un peu écœurant en fait comme poésie. Au bout d'un moment, on en a un peu plein à la bouche. Ça reste un peu sur l'estomac. Pour moi, maintenant. À l'époque, j'avais adoré. Donc voilà, faites-vous votre propre avis sur la poésie de Mallarmé et dites-moi si vous l'avez lu et si vous aimez bien ou pas. Ensuite, j'ai lu Fin de partie de Beckett. J'avais beaucoup aimé En attendant Godot, que j'avais trouvé un petit peu barré, mais il y avait un fil conducteur et on suivait quand même un petit peu l'intrigue. Là, clairement, c'est complètement what the fuck. c'est complètement absurde. Il y a des personnages qui arrivent à un moment, on ne sait pas d'où, on ne sait pas qui, on ne sait pas machin, ils repartent comme ils sont venus et il y a des mecs dans des poubelles. Enfin, pourquoi faire ça, monsieur? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris cette pièce. Alors, si vous l'avez lu, que vous avez compris le fin mot de l'histoire, dites-le moi en commentaire parce que franchement, je suis toujours en pleine interrogation face à cette pièce. Je ne sais pas. Et je ne sais pas si j'ai aimé parce que du coup, je n'ai pas compris. Je suis peut-être con, hein, mais là, voilà, je sais pas. Complètement passée à côté de cette pièce. Ensuite, j'ai lu, là par contre, ça a été une super lecture. C'était Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda, que j'ai lu dans une version en grand format avec des illustrations. Je vous l'avais montré.
Oh, c'était chouette. C'était vraiment trop mignon cette histoire. L'histoire de Zorba, le gros chat noir, qui vit dans un appartement sur le port de Hambourg, et sur le balcon duquel va se retrouver une mouette complètement engluée dans du pétrole. Et en fait, au moment de mourir, elle va pondre un œuf, et juste avant, elle va lui faire promettre de prendre soin de cet œuf et de lui apprendre à voler. À la mouette, hein, pas à l'œuf. Tellement mignon. C'est plein de bons sentiments, c'est très bien écrit. Sepúlveda encore me transporte dans cette histoire qui est très courte, mais enfin, il a l'art et la manière en fait. Luis Sepúlveda, c'est vraiment de la très très bonne. Enfin, moi je trouve ça très bon. Après, faites-vous votre propre opinion, mais franchement, c'est un auteur qui mérite d'être découvert. Et pour terminer, sur cette sous-catégorie, donc le côté un peu de disparition, j'ai lu Le Grand Méchant Renard de Benjamin Rainer. C'était super sympa. Je me suis bidonnée avec cette BD. On est sur justement le renard qui aime bien aller au poulailler, et il décide un jour de piquer les œufs de la poule. Il monte un peu un truc avec son pote le loup, et puis ils se disent bon, allez, on va pas les manger tout de suite, on va attendre que ça soit des poussins, on va les faire un peu engraisser, et puis il y aura plus de viande, comme ça on aura un peu plus à bouffer. Sauf que le renard se met à couver les œufs du coup. Le loup qui va s'y mettre, hein, voilà. Il y a tout un truc sur l'opposition entre le renard et le loup, c'est assez drôle. Et le problème, c'est qu'il va s'attacher à ces petits poussins, ces poussins renards, parce que les poussins se prennent pour des renards après, fatalement. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai vraiment aimé. C'est tendre, c'est drôle, c'est dynamique. Et la disparition de ces poussins, au final, est résolue à la fin de la BD. Mais très très chouette. Et voilà, c'est terminé pour ce mois de février. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Et puis les points lecture arrivent bientôt, promis. Voilà, j'en ai déjà dit un petit peu, hein. Vous avez déjà quelques éléments de réponse sur mes avis en global sur ces livres-là. J'espère que je ne me suis pas trop étendue. N'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez réussi ce février Tapal, du moins dans l'objectif que vous vous étiez fixé. Et puis voilà, on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!